Merci beaucoup, professeur Luc Bernier. Merci, cher ami Luc. Écoute, euh, pour réussir ce carré magique ou ce carré de gouvernance, stratégie, entrepreneuriat, innovation et création, je pense que les rapports entre les acteurs doivent être huilés, les rapports entre les acteurs doivent être étudiés et doivent faire l'objet d'une attention particulière. Et cette attention particulière, si tu me permets de passer la parole, professeur Tayeb Hafsi, c'est cette relation d'interface entre le politique et l'administratif, je dirais même le management sur le terrain, qui aujourd'hui et qui a toujours posé problème, qui aujourd'hui, on le voit très très bien. Professeur Hafsi, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et là aussi, sans tarder, je vous laisse, je vous donne la parole. Si vous voulez que je gère le PowerPoint d'ici, je vais le faire, sinon vous pouvez le faire vous-même directement. D'accord, je vais essayer. Merci, c'est Bachir. Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonjour, mesdames, messieurs. Quand on passe en fin de journée comme ça, après des collègues savants comme Pierre Bobby, Luc Bernier, Alvaro Cuervo Azur et tous les autres, ben, bien entendu, on est un peu mal pris parce que parce que tout ce qu'on a à dire a été déjà dit et euh, et donc il faut trouver une façon peut-être de le dire qui soit différente. Alors dans ce que je vais faire, je vais probablement faire un peu de pédagogie, si vous permettez, c'est-à-dire que je vais reprendre un certain nombre de choses qui sont disons qui sont importantes, qui ont été évoquées, bien sûr, mais je vais les dire à ma manière. Et si vous trouvez que c'est Bachir en particulier, c'est toi qui vas me guider, si vous trouvez que ces arguments-là ou ces éléments-là sont trop évidents ou trop simples, juste faites-moi signe et puis j'irai un petit peu plus vite. Alors, est-ce que vous voyez euh, Très bien, mon très bien, écran? C'est bien ça? très bien, Bon, très très bien. bien. Alors, d'abord, c'est ça, hein, je vais commencer avec des principes de gouvernance. On parle de gouvernance lorsqu'il y a séparation entre ce que l'on appelle les principaux d'un côté, propriétaires, assureurs, et puis des agents de l'autre, c'est-à-dire des gens comme les gestionnaires, les assurés. Le problème de gouvernance, c'est-à-dire il y a problème de gouvernance à cause de cette séparation. Le problème de gouvernance vient de l'asymétrie d'information entre ces deux groupes d'acteurs. C'est-à-dire le gestionnaire, par exemple, a beaucoup plus d'informations que le propriétaire. Et dans certains cas, il y a problème lorsque les agents utilisent donc cette information pour servir leurs intérêts en négligeant celui du principal. Et quand l'agent fait cela, on dit qu'il y a opportunisme. Il peut y avoir un autre problème d'agence ou de gouvernance lorsque il y a des équilibres entre les principaux, c'est-à-dire parfois un groupe de principaux majoritaires peut prendre ou faire prendre des décisions qui lui sont favorables au détriment des principaux minoritaires. Et ça aussi, bien sûr, c'est dû à l'asymétrie d'information et entraîne également donc de l'opportunisme. Lorsqu'il y a problème de gouvernance, deux dangers sont souvent mentionnés. Sélection adverse, c'est-à-dire finalement des mauvaises décisions, on va dire ça simplement comme ça, ou bien l'aléa moral, c'est lorsque c'est pas seulement des mauvaises décisions, c'est lorsque l'agent prend des risques et transfère en quelque sorte les conséquences au principal. Il y a deux grandes façons de régler les problèmes de gouvernance. Premièrement, choisir une rémunération appropriée de l'agent, c'est-à-dire finalement s'assurer que les intérêts de l'agent et les intérêts du principal sont alignés, ou bien créer un organisme de surveillance qu'on appelle habituellement le conseil d'administration. Et bien sûr, ces deux mécanismes-là ont un coût et c'est ce qu'on appelle le coût d'agence. D'ailleurs, toute cette théorie, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'agence. Alors, le rôle du CA, Luc l'évoquait tout à l'heure, mais je suis sûr que ça a été évoqué à plusieurs reprises. C'est d'abord un mécanisme de monitoring et de contrôle. C'est le rôle original
c'est le rôle fiduciaire, si vous préférez, c'est le rôle de contrôle. On considère aussi, et Luc le mentionnait également tout à l'heure, que le CA, lorsqu'il est constitué de personnes de qualité, il peut fournir des conseils stratégiques précieux. Alors bon, assurer le monitoring et le contrôle, ça a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui. Il faut une bonne connaissance du langage de la gestion, notamment des aspects financiers et comptables. C'est-à-dire finalement gérer une organisation, une entreprise, c'est un langage particulier. Si vous le connaissez pas, bon ben tout simplement vous comprenez pas ce qui se produit. Une bonne connaissance des règles dans lesquelles fonctionne l'entreprise, notamment les lois et règlements et les normes applicables. Finalement, une loi, elle est, comment dire ça, une entreprise est à l'intérieur d'un ensemble, d'un faisceau, si vous voulez, de lois et de règlements, et il faut bien entendu les connaître. Il faut une bonne connaissance du métier, et il faut bien sûr une neutralité face aux principaux, parce que s'ils sont nombreux, ben il faut les traiter de manière juste. Le principe de base qu'on oublie très souvent, c'est que le membre du CA n'est pas au service des actionnaires, il doit considérer d'abord l'intérêt de l'entreprise. C'est ainsi qu'il rend le meilleur service, disons, à l'actionnaire. Alors, ça a été mentionné aussi, un bon CA peut donner de bons conseils stratégiques, mais bien entendu, il est préférable que l'expérience fonctionnelle et générale de l'administrateur soit pertinente. C'est-à-dire, il faut que l'administrateur qu'on a choisi, son expérience soit compatible avec les besoins qui sont ceux de l'entreprise. Et il faut bien sûr que les caractéristiques des administrateurs soient diversifiées. Il y a bien entendu un très grand nombre de recherches qui ont montré que la diversité au sein du conseil d'administration est compatible avec une performance meilleure, à la fois performance financière et performance sociale. Maintenant, peut-être un regard rapide, je reviendrai sur ça un petit peu plus loin, mais un regard rapide sur le pays. Quand on parle d'un pays, on peut considérer que le propriétaire, quoi, c'est la population? Peut-être, population. Le gestionnaire, l'État? Peut-être, l'État. Alors, bien entendu, le problème est très complexe parce que si on regarde les deux parties de l'équation de gouvernance, d'abord, il y a le problème de la définition de quel est l'intérêt du propriétaire. Alors, bien entendu, dans un pays, le grand problème, c'est comment reconnaître les intérêts lorsque les intérêts sont très différenciés. D'autre part, c'est concevoir les mécanismes qui permettent de garder honnêtes les multiples personnes en position de pouvoir à tous les niveaux. Alors donc, dans un pays, là, on est obligé de parler donc de gouvernance distribuée. Et à chaque niveau, dans chaque région, il y a des mécanismes de gouvernance qui permettent de garder des rapports de confiance entre la population et les représentants ou les agents. En général, on considère, alors et c'est bon ce qui a été rappelé par l'OCDE, mais aussi c'est ce qu'on rappelle constamment, trois grandes choses, trois grands principes. La clarté et la transparence des actions, des décisions entreprises par les agents et leurs conséquences, la reddition des comptes et l'existence de contre-pouvoirs pour faciliter la sanction lorsque c'est nécessaire. Alors bon, donc ça c'est, si vous voulez, les éléments généraux, les grands principes sur les questions de gouvernance. Maintenant, on va rentrer à en parler un petit peu plus des entreprises publiques. Bon, avant de parler des entreprises publiques, une chose très importante, c'est que l'environnement pour toute entreprise joue un rôle très important. Le terrain, en quelque sorte, il a une importance cruciale parce que bon ben les bienfaits, les dangers viennent du terrain. Alors la stratégie, en quelque sorte, d'une entreprise, d'une organisation, c'est essentiellement une réponse à la nature de l'environnement, donc compte tenu, bien sûr, des ressources qui sont disponibles. Alors pour les entreprises du secteur public, ben l'environnement, pour l'essentiel, c'est l'État et la société. Alors, les recherches ont montré, alors Luc a mentionné tout à l'heure un petit peu plus tôt l'idée du cycle, mais en général, ce que l'on peut dire, cette idée du cycle qui a été beaucoup développée, que beaucoup de gens ont étudié par la suite, c'est que plus l'entreprise est mature, c'est-à-dire plus son noyau technologique a été développé, plus elle a besoin d'autonomie pour être performante. Alors, peut-être un peu d'histoire. Parce que nous, dans le monde universitaire, nous connaissons tout ça, mais peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ces éléments-là.
En Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement, l'entreprise publique était un appendice du gouvernement. Et c'est ce qui est resté dans l'esprit des gens, c'est-à-dire que finalement, c'est un élément du gouvernement. Dans les années 70, la nécessité de la performance, qui donc a, a amené une réflexion différente. Notamment, il y a eu deux grands rapports qui ont été importants. Le rapport Morrison en Grande-Bretagne et puis le rapport Nora en France. Ces deux rapports ont mis de l'avant la nécessité du rapport contractuel entre l'État et l'entreprise d'État. Bon, mais comme toujours, la réflexion n'amène pas toujours les actions. Donc, les gens ont d'abord commencé à expérimenter. Puis, bon, ben, on peut pas chasser, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Les politiciens abandonnent difficilement le contrôle d'un instrument utile. Donc, il a fallu attendre vraiment des pressions considérables sur la performance qui ne sont venues qu'après les années 80, 90 et donc le mouvement, si vous voulez, de privatisation. À mon avis, pour l'État, il est raisonnable de ne rester responsable que de ce qu'on contrôle. D'après la théorie du cycle, on est en contrôle uniquement dans deux situations. C'est lorsque les activités sont naissantes, donc l'entreprise est proche de l'État, ou bien lorsque les entreprises sont déclinantes, c'est-à-dire des situations où le privé n'est plus intéressé par le secteur en quelque sorte. Et là, il faut organiser la retraite. Donc, l'État est intéressé à la fois dans des situations, dans des activités naissantes, on appelle ça sunrise, et des activités déclinantes, sunset, c'est-à-dire les moments où il faut organiser la retraite sociale. Au bout du compte, à l'exception des activités en déclin ou en forte croissance, ben, il vaut mieux penser privatisation pour continuer à jouer un rôle moteur là où ça compte, parce que l'État a tellement de choses à faire de toute façon qu'il vaut mieux qu'il ne s'occupe que de ce qu'il contrôle vraiment. Pour l'entreprise d'État, alors ça aussi, ça a été mentionné à plusieurs reprises, les rôles social et économiques sont indissociables. On ne peut pas les dissocier vraiment. C'est-à-dire, on peut parler du rôle économique, mais la société attend aussi un comportement social conséquent. Alors, ces rôles mettent les dirigeants d'entreprises d'État dans une interface qui est agitée entre management et politique. C'est parce que, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, cette interface-là, les politiciens veulent le rôle social, et en même temps, ils veulent le rôle économique. Et donc, c'est une situation compliquée dans laquelle se retrouvent les gestionnaires des entreprises d'État. Alors, pour éviter la dégradation de la performance sociale et économique, il faut trouver des formules organisationnelles et de gouvernance appropriées. Finalement, c'est un problème d'organisation et de structure, en quelque sorte. La première formule a été essentiellement contractuelle. C'est celle-là qui a dominé, si vous voulez, dans la réflexion. Mais on a découvert que la formule contractuelle ne protégeait pas vraiment. C'est-à-dire que ça n'empêche pas l'intervention de l'État ni les dérives opportunistes des gestionnaires. Donc, trois grandes choses, je voudrais vous suggérer, je vais terminer avec ça. Trois grandes choses. Il y a les règles formelles, le contrat, donc, des règles informelles qui viennent de l'apprentissage historique, puis le choix des dirigeants. Les règles formelles, pour éviter donc l'opportunisme, si vous voulez, des gestionnaires, des règles contractuelles simples et raisonnables, négociées et acceptées par les gestionnaires. Il faut, pour que ça marche, que les règles soient négociées et il faut qu'elles soient acceptées par les gestionnaires. C'est bien sûr des règles de performance économique, mais il peut y avoir aussi des règles de service public rémunérées par l'État. Par exemple, en France, la Poste, une grande entreprise d'État, est obligée par l'État d'être présente dans tous les villages et villes de France. Bon, elle n'est pas obligée au plan économique, ça ne marche pas. Donc, il a fallu négocier en quelque sorte ce qu'on appelle une rémunération de service public, c'est-à-dire que l'État a accepté de compenser les coûts supplémentaires de la Poste pour que la Poste puisse fonctionner de manière conforme. Deuxième chose, donc, pour éviter l'opportunisme des gestionnaires, c'est la transparence. Il faut que les comptes soient publics pour les employés eux-mêmes, pour le conseil d'administration et pour le grand public. C'est-à-dire que les entreprises d'État doivent fonctionner dans une cage en verre. C'est nécessaire. Et bien sûr, la composition diversifiée du conseil d'administration. Et bon, troisième chose également pour éviter l'opportunisme, c'est que comme l'entreprise d'État
n'est pas toujours dans des situations, si vous voulez, de concurrence. Bon, ben, on a besoin de benchmarking, c'est-à-dire de repères, de comparaisons pour apprécier la performance sociale et économique. Pour éviter l'opportunisme des responsables politiques, parce que les responsables politiques aussi peuvent être opportunistes. Et donc, premièrement, la transparence, tout doit être public. C'est-à-dire que les relations entre l'entreprise et l'État doivent être publiques, notamment. Le CA doit être autonome et diversifié. Aucune demande informelle et rémunération de toute demande qui sort donc du cadre d'activité normal de l'entreprise d'État. Deuxième chose, règles informelles et normes. La gouvernance, nous, on a découvert, notamment par l'étude des d'entreprises comme Hydro-Québec, on a appris que la gouvernance, c'est aussi un patrimoine. C'est-à-dire, on apprend comment réconcilier le social et l'économique par l'expérimentation. Et cet apprentissage, c'est un patrimoine. Et souvent, on ne rend pas explicite, en quelque sorte, ces apprentissages-là. Alors bon, il y a un certain nombre de pièges qu'on apprend à identifier et à éviter. Et bon, notamment au Québec, le Parlement a joué un rôle régulateur là-dedans. Mais très important, c'est que ça s'apprend, c'est-à-dire que c'est pas simplement des règles, on apprend à appliquer des règles, on apprend à régler des conflits, etc. Et ça, c'est un patrimoine qui est assez considérable. La performance est toujours relative, donc les meilleures pratiques et le benchmarking doivent être des guides pour la découverte des chemins à suivre. Et puis, bon ben les gestionnaires protègent l'intégrité de l'entreprise, l'État protège les intérêts de la nation et le dialogue entre les deux doit être régulier et il doit être public. Finalement, le choix des dirigeants. Le secteur public est à propos du bien commun. Il est vraiment à propos du bien commun. C'est-à-dire qu'il n'est pas à propos de l'accroissement de la valeur économique. Dans le secteur public, il est très difficile d'identifier un principal. Il y a trop de principaux et donc aucun principal légitime pour agir sur l'entreprise d'État. Le bien commun n'appartient souvent à personne. Tout le monde veut en bénéficier, mais personne ne veut prendre la charge de le maintenir et de le protéger. C'est-à-dire le bien commun, c'est un bien qui est souvent abandonné. Tout le monde en profite, mais personne ne le protège. Alors, bien entendu, les économistes en ont beaucoup parlé. On a souvent parlé de la tragédie du bien commun, c'est-à-dire le bien commun est destiné, d'après les économistes, à être détruit. Alors, le corollaire du bien commun, c'est la coopération, la volonté de travailler sincèrement avec les autres. D'où l'importance des personnes qui dirigent. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être responsable du secteur public. Tout le monde ne peut pas être responsable du secteur public. La motivation pour le maintien du bien commun, être motivé donc par le bien commun, est essentielle. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut gagner de l'argent, c'est pas dans le secteur public qu'il doit être. Donc une capacité à trouver des satisfactions intrinsèques, c'est-à-dire finalement à tirer des satisfactions du travail lui-même, du service en quelque sorte à la société, est quelque chose d'essentiel. Donc le secteur public aussi apporte peu d'applaudissements et peu de satisfactions extrinsèques. C'est-à-dire finalement, les satisfactions ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de la motivation personnelle. Donc, se tenir loin des motivations économiques, protéger les gestionnaires des tentations économiques en leur fournissant sécurité, rémunération raisonnable. Il faut quand même que la rémunération soit raisonnable et une certaine reconnaissance sociale. Alors voilà, donc je vais m'arrêter là, Sid Bachir. S'il y a une discussion, je vous donnerai quelques exemples. Les exemples que j'ai en tête sont que j'ai recensés. On a fait plein d'études sur les sociétés d'État, mais je pensais à Hydro-Québec, la Poste, la Société de transport de Montréal et la Société Radio-Canada. Merci beaucoup, professeur Taïb Hafsi. Shukran jazilan pour ces clarifications et ces précisions.